La bataille d'Angleterre, c'est la préparation du débarquement. Bien savoir ça. La préparation du débarquement de 1940. En juillet 40, les Allemands sont sur les plages. Ils sont face à l'Angleterre. Ils ont conquis la France. Rien ne leur résiste. Ils ont un moral extraordinaire, un moral d'acier. Vous savez, la Wehrmacht, c'est la technique plus l'idéologie. C'est ça qui fait des grands soldats. C'est-à-dire que quand vous avez une formidable technique de militaire, et vous avez en plus un fanatisme qui vous amène à tout casser. C'est ça qui les rend invincibles. Le problème de la conquête de l'Angleterre pour les Allemands, c'est la maîtrise de l'air pendant le temps suffisant pour transporter les bateaux et faire franchir la Manche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la bataille de France n'a pas cassé la Royal Air Force. Les Français, ensuite, et en particulier à Vichy, ont reproché, ils ont reproché beaucoup de choses aux Anglais. Il y avait un climat anti-anglais à Vichy, on le sait bien. Mais parmi les reproches qu'on a fait sur la bataille de France, c'était que les fameux Spitfire, le fer de lance de l'aviation anglaise, c'est-à-dire la Royal Air Force, n'avaient pas vraiment été engagés, sauf au-dessus de Dunkerque. Donc ils étaient là, donc il fallait s'en débarrasser. Comme toujours, les nazis avaient une particularité, c'est qu'ils croyaient à ce qu'ils disaient. Vous voyez, c'était ça, ça a souvent joué contre eux dans la guerre. Et Göring, le maréchal Hermann Göring, qui était un ancien as de la guerre de 14, devenu l'un des grands dignitaires nazis, Reichsmarschall Göring, en tout cas c'est lui qui commandait en chef la Luftwaffe, a dit à Hitler, il me faut quelques jours pour supprimer la Royal Air Force. Donc, toute la Luftwaffe, à ce moment-là, s'est jetée sur les aérodromes britanniques qui étaient de nature à défendre la Manche et à compromettre le débarquement. Et puis, ils ont eu des lourdes pertes, ça n'a pas marché. Alors, il y a eu une deuxième phase de la bataille d'Angleterre dans laquelle ils ont attaqué les convois sur la Manche, de trafic anglais sur la Manche. Pendant ce temps-là, on sentait bien que la décision d'Hitler, plus les Anglais gagnaient du temps, plus la décision d'Hitler s'affaiblissait en quelque sorte de lancer le débarquement sur l'Angleterre. Et puis ensuite, comme tout ça devenait extrêmement coûteux et que les équipages allemands fondaient dans cette fournaise de la bataille d'Angleterre, il y a eu une autre idée qui est arrivée, qui était l'idée de punition, de bombardement, quoi. Et le bombardement est une sorte de conséquence, si vous voulez, du premier échec de la Luftwaffe. Et le bombardement, ça a été essentiellement le bombardement de Londres. Il ne faut pas oublier que Londres était, en 1940, une des plus belles villes du monde. C'était, vous pouvez imaginer le raffinement de Londres. Londres a été détruit à 80%, c'est incroyable, les destructions de Londres. Alors après, quand on va parler de la bataille d'Allemagne, et en particulier des bombardements sur l'Allemagne de 1944, 43, 44, 45, il faut bien savoir que c'est les Allemands qui ont commencé. Ils ont commencé à Varsovie et ils ont continué à Londres. Voilà. C'est ça. Toute l'histoire de la bataille d'Angleterre, c'est ça, quoi. Le radar, c'était le radio location, enfin un système qui consistait à envoyer une onde qui se réfléchissait sur tout ce qui était métallique, et puis ensuite elle revenait et elle donnait par un système électronique, à l'époque primitif, hein, mais quand même très efficace, elle donnait la position des avions allemands, quoi. Mais tout le monde travaillait là-dessus. Il y avait des Français, tout le monde savait que ça existait. Simplement, les Anglais étaient très en avance là-dessus. Ils avaient une installation de guerre radar qui était les plus performants. J'ajoute que les Allemands avaient conquis en 1940, dans leur corbeille
de conquête, là, dans leur butin, ils avaient conquis les usines Philips. À partir de 1942-43, ils avaient rattrapé leur retard. En tous les cas, c'était vrai qu'ils étaient très étonnés au début de la bataille d'Angleterre en particulier, parce que ils décollaient des aérodromes du nord de la France ou de la Normandie, et puis quelques minutes après, ou très peu de temps après, ils voyaient immédiatement, ils étaient interceptés, quoi. L'histoire de la bataille d'Angleterre, il y a des actes d'héroïsme qui sont magnifiques. Vous avez un certain nombre de pilotes qui ont rejoint De Gaulle en 1940. Vous avez en particulier deux pilotes français qui sont dans le film, qui sont Lafont et Perrin. Le colonel Lafont, qui est toujours avec nous d'ailleurs, qui est un personnage qui ensuite a beaucoup compté dans l'establishment militaire français. Enfin, il a dirigé le salon du Bourget, des choses comme ça. Enfin, le colonel Lafont, qui était un personnage absolument délicieux. Et eux, c'était au moment où nous avons tourné, les deux seuls survivants. Je crois que ce qui est tout à fait fabuleux dans cette émission, c'est qu'elle a été tournée en 1967, en 66-67. Et il ne faut pas oublier que les pilotes de chasse de l'époque, de la bataille d'Angleterre, avaient 20 ans. Vous voyez, quand vous voyez arriver Peter Townsend ou le général Galland ou Stanford Tuck ou des gens comme ça, ou tous les grands noms de la bataille d'Angleterre, si vous voulez, qui sont tous morts aujourd'hui. Ils avaient 40 ans quand on a tourné ce film. Moi, je devais en avoir pas loin de 20, si vous voulez. Mais ce qui est formidable, c'est que c'était des jeunes gens encore, je veux dire, qu'on interviewait, quoi. Galland nous a amenés dans son avion, si vous voulez. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, Galland m'a invité à dîner. Alors, je suis arrivé à... c'est quand même une anecdote que je n'ai pas encore digérée. Je sais pas, ça fait 40 ans plus tard. Adolphe Galland était le général de la chasse. Il avait remporté une soixantaine de victoires. Enfin, c'était un pilote formidable. Et il dirigeait une usine d'aviation, donc, en 66, vous voyez, 20 ans après la fin de la guerre. Et il m'a invité chez lui, et il a organisé un dîner pour me faire plaisir, quoi. Et quand on entrait chez lui, c'était en pleine forêt, il y avait une espèce de maison de chasse, enfin, assez impressionnante, dans le genre allemand, vous voyez. Il y avait une photo de lui en général, parce qu'il avait fini la guerre comme général nazi, hein, je vais dire les choses, quoi. Et il y avait une assemblée comme ça d'anciens combattants de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, etc., qui fêtaient quand même la victoire, qui avaient cette espèce comme ça de force et de joie en évoquant ces souvenirs qui étaient pour eux des très bons souvenirs. J'avoue que j'étais très gêné. À mon avis, c'est vraiment pendant la bataille d'Angleterre que les Allemands ont perdu la guerre. Tout le monde dit c'est Stalingrad ou moi je crois vraiment que c'est la bataille d'Angleterre. Je crois vraiment que là tout s'est joué parce que les Allemands auraient réussi à envahir l'Angleterre. Vous savez, les Américains d'abord ils étaient neutres. Et ensuite, ils étaient travaillés par des courants isolationnistes dont le plus célèbre défenseur était le fameux Lindbergh. Hein. Enfin, ils n'étaient pas du tout prêts. Ils avaient envie d'aider les puissances démocratiques, les grandes démocraties occidentales, et en particulier l'Angleterre. Et il y avait beaucoup de films à l'époque qui célébraient le courage de l'Angleterre. Mais... Et il y en a eu plus au fur et à mesure que l'Angleterre tenait. Mais l'Angleterre aurait été conquise en juillet ou août 40, les choses se seraient passées très, très différemment. J'ai bien peur que... vous savez, il y avait aussi quelque chose qu'il faut bien savoir, c'est que l'Allemagne était liée à l'Union soviétique par un pacte de non-agression qui s'appelait le pacte germano-soviétique.
Et ce monstre de Staline avait fait un accord qui était un accord de non-agression avec Hitler. Tout était fait pour, si vous voulez, établir la domination d'Hitler sur l'Europe, partager en quelque sorte le monde entre Hitler, Staline et l'Amérique. En gros, c'était ça, quoi, si vous voulez. Et ça aurait pu durer, comme le voulait Hitler, le Reich de 1000 ans. Hein, c'était ça l'idée, quoi. Donc, en réalité, je crois vraiment que les quelques pilotes de la bataille d'Angleterre, dont faisaient partie vraiment des héros de français, je veux dire, des gens qui ont quitté la France dans des conditions, il faut y revenir là-dessus 2 secondes, c'était des gens qui ont quitté la France dans des conditions terribles, c'était des pilotes, leur famille était menacée, le gouvernement français était un gouvernement qui avait signé l'armistice, c'était le gouvernement du général Pétain, du maréchal Pétain. Je crois que ces quelques pilotes de la Royal Air Force, qui sont plusieurs centaines, si vous voulez, par rapport à l'immensité de la Deuxième Guerre mondiale, je crois que là, ils ont vraiment sauvé le monde. J'en suis absolument persuadé. Je crois que c'est ce qui rend cette bataille, qui est vraiment une bataille, d'ailleurs. Hein. C'est une grande bataille. D'ailleurs, on s'est posé la question de savoir pourquoi ça s'appelait les grandes batailles et pas les grandes guerres. En réalité, on voit bien que la bataille comporte un élément cinématographique, si j'ose dire. Il y a un début, un milieu et une fin. Une guerre, c'est autre chose. C'est un grand conflit, si vous voulez. Eh bien, il y a effectivement eu une bataille d'Angleterre qui s'est terminée par une défaite allemande. La première vraie défaite allemande. Et on voit Churchill dans le film dire... c'est pas le commencement de la fin, mais c'est vraiment la fin du commencement.